Imaginez un instant. Vous parcourez les couloirs feutrés d'un palais espagnol au XVIIe siècle et vous assistez à une scène qui vous glace le sang. Un jeune roi, Charles II, est assis sur son trône, le regard vide, le corps frêle et déformé. Il est le souverain de l'un des plus puissants empires du monde, mais des murmures terrifiants l'accompagnent. Car tout le monde connaît la sinistre vérité. Ce roi est le fruit de siècles de mariages entre proches parents. Ce que ses ancêtres ont fait pour préserver leur sang pur représente l'un des exemples les plus tragiques de sacrifices humains au nom du pouvoir. Avant de nous plonger dans ces histoires oubliées de splendeur et de décadence, si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire, pensez à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Dites-moi aussi en commentaire depuis où vous m'écoutez. Je trouve incroyable que nous explorions ensemble ces récits anciens depuis différents coins du monde, connectés à travers le temps et l'espace par notre curiosité commune pour le passé. Ce que vous allez entendre n'est pas simplement une autre chronique des excès de la royauté. C'est le récit de la façon dont l'obsession de la pureté a pu transformer des familles en prison génétique, la fierté en folie, et des êtres humains en victimes d'une tradition mortifère. Le nom de Charles II d'Espagne est peut-être familier, mais les raisons de sa chute vont vous hanter bien après la fin de cette vidéo. Commençons par les dynasties qui ont fait de cette pratique une loi immuable. La consanguinité au sein des familles royales et aristocratiques n'était pas une erreur, mais une stratégie délibérée. L'objectif était simple et brutal. Conserver le pouvoir, la richesse et le prestige au sein d'un cercle familial hermétiquement clos. Dans un monde où un mariage pouvait sceller le destin d'une nation, s'unir à un étranger était perçu comme un risque. Cela pouvait diluer le sang bleu, disperser les territoires durement acquis ou introduire des influences indésirables à la cour. Le mariage entre cousins, oncles et nièces, et parfois même frères et sœurs, devenait alors non seulement acceptable, mais souhaitable. C'était la garantie que le patrimoine, qu'il soit matériel ou symbolique, resterait intact, protégé des convoitises extérieures. Pour ces dynasties, se marier entre soi était la plus haute preuve de leur supériorité et de leur distinction par rapport au commun des mortels. Plusieurs dynasties illustrent ce phénomène à une échelle vertigineuse. Les Ptolémées en Égypte ancienne, par exemple, pratiquaient systématiquement le mariage entre frères et sœurs, croyant imiter les dieux comme Isis et Osiris pour préserver leur lignée divine. Cléopâtre VII elle-même était le fruit de générations d'unions incestueuses et épousa successivement ses deux jeunes frères. Mais c'est sans doute la maison des Habsbourg qui offre l'exemple le plus documenté et le plus dramatique. Pendant plus de 2 siècles, cette puissante famille a dominé l'Europe en tissant une toile complexe de mariages consanguins. Des oncles épousaient leurs nièces, des cousins germains s'unissaient pour consolider leur emprise sur des territoires allant de l'Espagne à l'Autriche. Philippe II d'Espagne épousa sa propre nièce, Anne d'Autriche. Leur fils, Philippe III, se maria avec sa cousine, Marguerite d'Autriche. Cette chaîne ininterrompue de mariages au sein de la famille a créé un héritage génétique de plus en plus fragile, préparant le terrain pour la catastrophe à venir. Les conséquences biologiques de cette pratique furent dévastatrices. Chaque union entre parents proches augmentait de façon exponentielle la probabilité que des maladies génétiques récessives, normalement rares, se manifestent. Ces gènes délétères, souvent cachés chez les individus, avaient soudain 2 fois plus de chances d'être transmis et de s'exprimer chez les enfants. Le résultat fut une cascade de problèmes de santé qui frappèrent les lignées royales. On observait une mortalité infantile effroyable, des fausses couches à répétition, et une espérance de vie considérablement réduite. Ceux qui survivaient étaient souvent affligés de tares physiques et mentales. Le prognatisme mandibulaire, ou mâchoire des Habsbourg, est devenu si prononcé chez certains membres de la famille qu'il les empêchait de mâcher correctement ou de fermer la bouche. Cette dégénérescence visible était le signe extérieur d'une fragilité génétique bien plus profonde, qui affaiblissait la dynastie de l'intérieur à chaque nouvelle génération. Derrière cette pratique se cachèrent des motivations politiques et dynastiques implacables. Le premier impératif était la préservation de la pureté du sang. Les familles royales se considéraient comme une caste à part, choisie par Dieu. Mélanger leur sang avec celui d'une famille de rang inférieur, même noble, était vu comme une souillure, une dilution de leur essence sacrée. Cette obsession de l'endogamie servait également à consolider le pouvoir. En mariant les héritiers entre eux, les terres, les titres et les sphères d'influence restaient concentrés au sein d'un petit groupe, créant un monopole politique quasi indestructible. Un mariage avec une puissance extérieure pouvait certes apporter une alliance temporaire, mais il risquait aussi d'introduire un rival au cœur même du pouvoir. Le mariage consanguin était donc une forteresse dynastique, une manière de s'assurer que le pouvoir ne quitterait jamais le cercle familial, quitte à le payer au prix fort sur le plan biologique. Dans certains cas,
Cette pratique était même justifiée par une théologie tordue, où l'union de parents proches était vue comme une réaffirmation de leur statut quasi divin, les plaçant au-dessus des lois communes des hommes. L'inévitable s'est produit. Plusieurs dynasties se sont effondrées sous le poids de leur propre héritage génétique. L'exemple le plus tragique est celui de la branche espagnole des Habsbourg, qui s'est éteinte avec Charles II. Surnommé l'ensorcelé, tant son état semblait surnaturel, il était le résultat de près de 200 ans de consanguinité. Des études génétiques modernes ont montré que son coefficient de consanguinité était si élevé qu'il équivalait à celui d'un enfant né d'une union entre frères et sœurs. Il souffrait de multiples handicaps physiques et mentaux, était stérile et incapable de gouverner efficacement. Sa mort sans héritier en 1700 a déclenché la guerre de succession d'Espagne, un conflit européen majeur qui a redessiné la carte du pouvoir. Des scandales de couloirs accompagnaient ces tragédies, des rumeurs sur l'incapacité des héritiers à procréer des décès prématurés et inexpliqués d'enfants royaux, et une atmosphère de désespoir qui régnait dans des cours où l'avenir de la dynastie reposait sur des enfants trop malades pour survivre. Le prix de cette quête de pureté a été payé par les générations futures, sacrifiés involontairement sur l'autel de la tradition. Les enfants nés de ces unions étaient les premières victimes. Beaucoup ne survivaient pas à leurs premières années, et ceux qui y parvenaient vivaient souvent une existence de souffrance. La princesse Marguerite Thérèse d'Espagne, immortalisée par Velázquez dans Les Ménines, est morte à seulement 21 ans après plusieurs fausses couches et une santé fragile, conséquence directe de l'héritage consanguin des Habsbourg. Au-delà de la douleur physique, il y avait une immense pression psychologique et politique. Les princes et princesses étaient élevés avec l'idée que leur devoir était d'épouser le parent désigné par la famille, sans égard pour leurs sentiments personnels ou les risques évidents pour leur progéniture. Refuser une telle union était impensable, une trahison envers la lignée et la couronne. Ils étaient des pions dans un jeu dynastique dont les règles avaient été écrites des siècles plus tôt, condamnés à perpétuer un cycle de souffrance pour préserver une illusion de supériorité. Aujourd'hui, les leçons tirées de ces histoires résonnent avec une clarté scientifique. Grâce à notre compréhension de la génétique, les mariages consanguins sont largement condamnés et, dans de nombreuses juridictions, illégaux. Le contraste entre les pratiques ancestrales, guidées par la superstition et l'ambition politique, et la science moderne est frappant. Nous savons désormais que la diversité génétique est une force, non une faiblesse, et qu'elle est essentielle à la santé et à la survie d'une population. Ces récits historiques constituent un avertissement puissant. Lorsque l'obsession du pouvoir, de l'image ou de la pureté prend le pas sur le bien-être humain et la santé des générations futures, la chute est inévitable. La fin tragique des Habsbourg d'Espagne et d'autres dynasties n'est pas seulement une anecdote historique, c'est la démonstration que les lois de la biologie sont finalement plus puissantes que n'importe quelle couronne ou décret royal. Si ces explorations des recoins sombres de l'histoire vous passionnent et que vous souhaitez en découvrir davantage, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Chaque nouvelle histoire que nous déterrons ensemble est un pas de plus vers la compréhension des forces complexes qui ont façonné notre monde.